Alors, prochaine intervention par Benjamin Moreno, donc de la société Atomic Modeling, sur impression 3D pour la reconstruction des voies aériennes. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Dominique Franco et les membres de l'Académie pour l'invitation à cette séance. Avec un débat vraiment très intéressant. On va maintenant aborder le sujet des avantages, des perspectives, mais aussi des limites de l'utilisation de l'impression 3D pour la reconstruction des voies aériennes supérieures. Projet mené en collaboration avec l'hôpital de Toulouse, et notamment le service de pneumologie interventionnelle du CHU Toulouse, avec comme investigateur principal le docteur Nicolas Guibert. Je tiens à préciser que si vous voulez avoir vraiment des précisions sur l'aspect médical de la technique, je vous invite à voir sa communication effectuée le 9 décembre 2016 dernier à l'Académie. Intervention que vous pouvez retrouver bien sûr en ligne sur le site de l'Académie. Une petite introduction sur la société. Notre société est bien sûr spécialisée dans le développement et la conception de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux implantables 3D sur mesure longue durée et courte durée. En particulier, on va avoir une gamme qui représente 95% de notre chiffre d'affaires. Ce sont les dispositifs médicaux implantables 3D pour la chirurgie du thorax, chirurgie réparatrice, notamment pour les pectus, excavator et les malformations thoraciques. Également, on va voir en dessous les futurs implants 3D sur mesure trachéobronchiques destinés à la pneumologie. On a également des services en impression 3D pour l'impression 3D de modèles anatomiques pathologiques à la demande pour les chirurgiens, notamment dans le domaine orthopédique et maxillofacial, avec notamment aussi la création de guides sur mesure à usage unique pour la reconstruction des mandibules par péroné libre. Et enfin, une troisième activité alors, qui fait vraiment appel là, à la recherche et au développement, dédiée à la formation des étudiants en médecine, projet mené en collaboration avec le laboratoire d'anatomie de la faculté de Montpellier, où on va réaliser des acquisitions numériques 3D très haute définition de dissection sur cadavres réels pour obtenir à terme un ensemble de données très précises pour recréer un cadavre virtuel qui permettra pas de remplacer la dissection sur cadavre, mais en tout cas de faire passer les premières étapes aux étudiants en médecine sur le modèle virtuel, et une fois qu'ils auront acquis une certaine expérience, les faire passer sur dissection cadavérique réelle. Ceci pour préserver les cadavres de l'université. Les contextes et enjeux liés à l'impression 3D pour la prise en charge des pathologies des voies aériennes supérieures. Alors, bien sûr, on va prendre en considération tout ce qui va être obstruction maligne des voies aériennes proximales, les sténoses trachéales bénignes, les sténoses anastomoses après transplantation pulmonaire, et enfin les trachéobronchiomalacies, fistules oesotrachéales et divers traumatismes de la trachée. Au jour d'aujourd'hui, la solution thérapeutique utilisée consiste en l'implantation de stents de série, alors soit en silicone, soit en maillage de nitinol, soit on voit apparaître depuis quelques années des mix de grillage auto-expansif en nitinol recouvert d'une membrane. Ces stents sont de taille et de géométrie standardisée, classiquement de simples cylindres, forme cylindrique, voire forme en diabolo. Et les tailles vont être sériées. L'intervention est classique par bronchoscopie pour mettre en place le stent dans la trachée du patient. On observe à l'heure actuelle 10% de complications, un choix de la taille pour le praticien qui est assez complexe à réaliser. Les anatomies complexes sont très difficiles à traiter, voire il n'existe pas de stent de série adapté à ces anatomies. Et dans l'ensemble des patients revus par le docteur Guibert dans ces deux publications, on observe des migrations dans 6 à 18% des cas et des granulomes dans 15 à 27% des cas, donc dans un nombre de cas assez élevé. Notre postulat, ça a été de dire que ces problèmes, ces complications sont liées à la géométrie même des stents de série, à leur non-congruence
par rapport à la trachée ou aux bronches. L'objectif étant, à ce moment-là, de réaliser des stents 3D sur mesure, adaptés à l'anatomie propre à chaque patient, pour tendre vers des dispositifs médicaux implantables 100% personnalisés. Ça veut dire un patient, un stent qui lui est propre. L'impression 3D dans tout ça, au jour d'aujourd'hui, en pneumologie, on a vu en 2013 et en 2015 de premiers essais de stents biorésorbables conçus, imprimés en 3D en acide polyactique, où on parle plutôt d'échafaudage. Donc c'est des stents externes à la trachée qui vont venir soutenir en fait la trachée ouverte ou les bronches ouvertes. Donc on voit que bon, dans ce cas-là, il y a quand même une intervention, une incision, donc c'est quand même invasif. De notre côté, avec le Dr Nicolas Guibert, on a travaillé à l'utilisation de l'impression 3D pour la planification opératoire et le choix des stents de série les plus adaptés et à leur recoupe en préopératoire pour une meilleure adaptation pendant l'intervention. Donc ça a été l'objet de deux articles qui viennent d'être publiés au mois d'avril 2017 dans The Annals of Thoracic Surgery et dans le Journal of Bronchology. Donc ça, c'est l'utilisation de l'impression 3D au jour d'aujourd'hui. L'impression 3D en pneumologie, demain. On peut se poser la question de pourquoi il n'y a pas sur le marché de stent 3D trachéobronchique sur mesure à l'heure actuelle. Tout d'abord parce que l'impression 3D d'élastomère, de manière générale, ne marche pas bien, voire pas du tout. Ou en tout cas, on a de grandes difficultés à imprimer en 3D des élastomères dont le silicone fait partie. Il y a aussi la question, on a longuement discuté préalablement, de la certification, des certifications du matériau, du biomatériau, et de l'imprimante 3D elle-même. Alors, on a parlé beaucoup de chiffres d'imprimante 3D à 300 €, 2000 €, etc. Nous, en tant qu'industriels, on est tenu de respecter un ensemble de certifications et de normes, et il faut que ces normes s'appliquent au couple, donc au procédé industriel, au couple matériaux-imprimante 3D. Et enfin, quid des normes et contrôle qualité, qui se posent d'ailleurs dans d'autres domaines, type aéronautique. Chez Airbus, ils ont intégré l'impression 3D pour tester des pièces aéronautiques, mais le patron de la recherche et développement chez Airbus indique que ces pièces ne peuvent pas être utilisées en production car ils n'ont même pas eux-mêmes défini les normes et les contrôles qualité. Donc, on en est à un stade pour ce qui est de l'impression 3D du silicone assez balbutiement, et en tout cas, on est très très loin d'obtenir la qualité requise pour obtenir des produits commercialisables et surtout qui soient sécurisés pour le patient. Donc, comment avons-nous réalisé nos stents 3D sur mesure? On a cherché dès le départ à répondre à un besoin, pas à utiliser un outil, car pour nous l'impression 3D est un outil 3D comme un autre, mais on a cherché à développer un procédé industriel certifié pour produire des dispositifs médicaux de classe 2B. Ensuite, il faut valider ce procédé via des essais cliniques qui sont actuellement en cours, et bien sûr, question la plus très importante, avoir un prix médico-économique acceptable pour les systèmes de soins à l'arrivée. Donc le procédé mis en place, bien sûr, on part d'acquisition tomographique propre aux patients. On va réaliser un modèle CAO du futur stent par conception 3D. Et là où on ne va pas utiliser l'impression 3D, on va utiliser l'usinage 3D, donc technique soustractive, mais validée dans les procédés industriels pour l'industrie du dispositif médical. On va usiner le futur moule de trempage de l'implant trachéobronchique en ertacétal, qui est un matériau validé pour réaliser des DEO. On va effectuer de multiples trempages dans des bains de silicone de grade médical pour obtenir l'épaisseur souhaitée, la dureté, la rigidité souhaitée pour notre futur stent. Donc vous pouvez retrouver la publication dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, qui vient de publier le 1er avril 2017, sur la première pose mondiale d'un stent 3D sur mesure, bronchique en l'occurrence, chez un patient. Alors, on a fait quelque part un petit peu coup double avec le stent, puisque ce patient souffrait d'une part d'une déhiscence au niveau de la bronche,
mais également d'une sténose complète de la branche inférieure. Donc le stade sur mesure est venu corriger d'un seul coup les deux pathologies. D'une part, on a recouvert la déhiscence, et d'autre part, on est venu bien sûr réouvrir la bronche du patient. Aujourd'hui, on a réalisé 6 interventions sur des cas très variés, donc des cas qui étaient en échec thérapeutique à chaque fois. Donc soit des sténoses très complexes, soit des trachéobronchiomalacies. 6 interventions à date, 10 patients sur la phase 1 essais cliniques sont prévus. On a les premiers résultats qui sont très prometteurs. Alors, on a levé quelques lièvres aussi dans ces premiers essais cliniques, ce qui est important. Typiquement, on se rend compte que ça marche très bien pour les sténoses actuellement, mais qu'on a quelques difficultés avec les trachéobronchiomalacies. Et donc ça nous incite à aller plus loin dans les phases de R&D, de conception et de fabrication de nos stents, notamment en essayant de mieux comprendre la dynamique 4D d'une trachée. Alors étonnamment, on a fait pas mal de bibliographie. Il y a 2 articles parus fin 2016 sur la 4D dynamique sur des trachées, donc c'est assez pauvre. Mais en tout cas, on a encore beaucoup de travail à faire sur cet aspect-là. Dans le futur, on a parlé de simulation 3D biomécanique. Alors en ce qui nous concerne, on va trachée et des branches. Travail à mener. Continuer la recherche et le développement sur les biomatériaux. Alors actuellement, on est sur des silicones grade médical, tout simplement parce que c'est des matériaux qui sont certifiés, qui marchent plutôt bien, qui sont à améliorer. Il va falloir qu'on élargisse nos indications et réaliser à terme une étude multicentrique. Et enfin, travailler sur l'impression 3D d'élastomères de silicone grade médical certifié, pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'on arrive à atteindre des délais de fabrication les plus courts possibles pour bien sûr délivrer l'EDM le plus tôt possible aux praticiens. Je vous remercie. Merci. Arlette Goldman, j'étais pneumologue et j'ai posé beaucoup de prothèses. En invoquant souvent Saint-Trita parce que c'est de temps en temps un problème insoluble. Donc je suis très intéressée par ce que vous dites. Est-ce que vous calculez l'épaisseur de la prothèse? Parce que de temps en temps on a besoin d'une prothèse un peu rigide. De temps en temps, si elle est trop rigide, c'est une catastrophe. Ça, c'est la première question. Et puis pour les trachéobronchiomalacies, si vous trouvez la solution, c'est impossible. On a une trachée molle. On ne peut pas mettre une prothèse trop rigide parce qu'on va avoir des granulomes et des problèmes aux extrémités de la prothèse. Et on ne résout pas le problème. Donc, bon courage pour ça. Et merci. Alors, on est parti du postulat que déjà on allait pouvoir régler certaines complications, en tout cas, oui, de par la géométrie même de l'implant. Et en ce sens, l'impression 3D peut à terme nous être utile, puisque bon, pour imprimer en 3D une forme complexe, comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas tellement de problème. Si on devait usiner cette forme en 3D, par exemple, ça pourrait devenir plus compliqué pendant plus de temps. Pour ce qui est des trachéobronchiomalacies, c'est clair que pour nous, c'est les cas les plus complexes. Et il y a encore beaucoup de recherche et développement à faire. beaucoup. Je reviens sur ma première question. Est-ce que vous avez le moyen de faire une prothèse qui parte quasiment des cordes vocales, si ce n'est entre les cordes vocales, et qui parte à droite dans la lobaire supérieure, en tenant compte de l'endroit où il y aura la bifurcation, et qui soit un tout petit peu plus étroite pour le segment intermédiaire? Je pense à un certain nombre de grandes pathologies, des polychondrites atrophiantes, entre autres, qu'il faut tutorer souvent des cordes vocales aux extrémités bronchiques. Et puis à gauche, c'est plus facile. Ouais. Alors, on a des cas, chez certains patients d'essais cliniques, où on part effectivement sous les cordes vocales pour aller faire les deux branches. Alors, en termes de conception, c'est pas le plus compliqué. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est aller la placer. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la compensation qu'on va apporter.
Parce que comme vous l'aviez dit, on a un problème, il faut être assez rigide, donc ça se tient, mais il faut rester assez souple pour pas que ça soit traumatique. Et c'est là où est la difficulté. Et ensuite, on a une autre difficulté qui est en train d'apparaître, qui est que plus les implants sont longs, moins on a de cils, de remontée de mucosité. Voilà. Et donc c'est pour ça que je disais aussi qu'il faut continuer à travailler sur le biomatériau lui-même, pour avoir des biomatériaux qui permettent aux patients de plus facilement expectorer ces mucosités. Oui, nous utilisons aussi des prothèses dans le tube digestif, qu'ils soient haut ou bas. Donc, quelle est votre réflexion à ce niveau-là? Alors, effectivement, quelque part, ce qu'on sait faire, c'est des tubes sur mesure 3D. Donc, on pourrait imaginer d'autres indications. Je vous avoue qu'on n'a pas encore réfléchi à l'aspect chirurgie digestive, mais qui peut être effectivement peut avoir des indications très intéressantes. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est assez pris par la technologie. Bonsoir. Le problème de toutes ces prothèses à l'intérieur de tubes plus ou moins cylindriques, c'est en fait, d'une part, les deux extrémités. En urologie, on a utilisé ça il y a très longtemps, et les problèmes inflammatoires de granulome posent vraiment des problèmes. Et donc, une de mes questions, c'était est-ce que les alvéoles ou les micro-alvéoles, par rapport à des muqueuses, peuvent être recolonisées ou pas? Parce que quand on arrivera à recoloniser bien à partir de la muqueuse, ce qui est différent des tissus sous-muqueux, où là on arrive, ou de l'os, où on arrive à recoloniser bien. Donc il y a ce problème-là, c'est muqueuse et alvéoles des deux extrémités des prothèses. Et puis l'autre problème, après, c'est dans le cas de c'est des liquides ou des choses comme ça, c'est l'évacuation de ce qu'il y a en amont. Parce qu'on sait très bien, alors nous on a eu ça pour les urtères, où on savait construire des prothèses pour remplacer les urtères. Le problème, c'est comme c'était pas péristaltique, à la limite, les urines arrivaient mal à s'écouler. Et donc il y a un problème fonctionnel en plus. Je vais faire une partie du travail va consister à trouver un traitement de surface, clairement. Un traitement de surface qui permette une facilitation de l'expectoration des mucosités, ça c'est clair. Les granulomes, à l'heure actuelle, ils sont majoritairement dus à la migration, aux micro-migrations des stents et aux artifices qu'ont trouvé les fabricants actuels de ces stents pour les maintenir en place, à savoir des picots de maintien. Et bon, on peut facilement comprendre que quand on a une micro-vibration, ça induit des inflammations et des granulomes. Mais les micro-picots eux-mêmes peuvent entraîner... Exactement, c'est eux-mêmes qui entraînent un phénomène inflammatoire. Pour continuer dans cette question, si vous voulez, parce que je sais qu'il y a des travaux là-dessus pour l'œsophage, et je rejoins la question d'avant, c'est-à-dire en fait c'est l'épithalisation de l'intérieur. Est-ce que vous avez pour la trachée envisagé les cellules souches aussi, parce que ça c'est une idée conceptuelle qui marche de plus en plus, on met la prothèse, on lui met des cellules souches à l'intérieur, enfin on est ici un peu dans l'imaginaire peut-être, mais je sais que pour l'œsophage, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Est-ce qu'il y a la même chose pour la trachée? Alors il y a eu un gros drame il y a quelques années sur une trachée, une greffe de trachée avec cellules souches, avec un manquement, je crois, éthique à l'ensemble des règles déontologiques. Nous, les indications qu'on nous a données sont des indications, alors soit de greffe pulmonaire, sténose anasténose, soit de trachéobronchiomyopathe, soit de sténose traumatique. On a exclu pour le moment les patients cancéreux pour les séquelles. La question, c'est d'arriver à maintenir ouvert la trachée et le bronche du patient pour qu'il puisse avoir une qualité de vie à peu près correcte. Par contre, on ne s'est pas du tout intéressé au phénomène de réutilisation, etc. Ce qu'on veut déjà voir dans l'essai clinique, c'est si on a moins de granulomes, moins de migration, ou en tout cas si on évite un certain nombre de complications basiques. Des réépithalisations, on en a avec les... Des à l'intérieur, on en a avec des prothèses métalliques pures.
Mais elles sont à ce moment-là absolument exubérantes et on se retrouve avec des granulomes à l'intérieur de la prothèse et pas seulement aux extrémités. Donc pour le moment, ce n'est pas un problème tout à fait résolu. Alors il est possible que cette réépithélialisation soit faite aussi de façon exagérée parce que la prothèse bouge quand même un peu avec la respiration, avec la toux, et qu'elle irrite, et qu'il y ait donc une déformation de granulomes en plus de l'épithélialisation. Et puis alors ça pose le problème, c'est que de temps en temps, on a quand même besoin de les retirer. Et si tout est épithélialisé, on a l'impression qu'on va retirer toute la trachée, les bronches, et qu'on va tout avoir dans la passe. C'est pas vrai d'ailleurs, mais enfin quand même. Je pense pas que, je suis désolé de revenir une seconde là-dessus, je pense vraiment que les gens qui travaillent sur le matériel et sur le côté mécanique, mais que souvent on est loin de ce que vous venez de dire. Je me rappelle une communication aussi faite par Masquelet sur la création de néomembranes qui permettent de reconstituer de l'os, parce qu'il a tout simplement, dans des grandes fractures de jambes, mis du silicone pour maintenir la longueur du péroné. Ensuite, il a enlevé son silicone quelques années après, parce que c'était dans des fractures ouvertes, c'était cicatrisé, et il a mis des cellules osseuses, et la greffe a prise grâce à la membrane, parce que c'est le problème du tissu inflammatoire. Pour reprendre une phrase de mon maître Jouvin, on ne maîtrise pas l'inflammation, on ne sait pas très bien comment ça marche. Mais je pense que dans tous ces matériaux qu'on est en train de mettre, et on a eu la même chose au niveau du plancher pelvien, on ne peut pas passer sous silence la façon dont agit, j'allais dire, le macrophage et la réaction inflammatoire. Parce que c'est de là que va naître la solution pour les prothèses progressives. C'est vrai que beaucoup de gens s'intéressent au contraire justement aux prothèses qui seront résorbables. Alors la plancher, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a de l'os autour, il y a du cartilage. Plancher, vous avez un organe particulièrement difficile. Mais c'est des choses où, pas souvent on entend, si vous voulez, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des industriels comme on a tous ici. Mais vu par le médecin biologiste, j'allais dire, il manque peut-être des gens conceptuels sur l'inflammation et la réaction à ces matériaux. Et là, on s'est orienté aussi vers des matériaux, puisqu'on a parlé tout à l'heure de biomatériaux. On s'oriente aussi sur des tissus animaux, mais moi j'ai l'expérience pour le matériel de porc, notamment, et ça n'a pas du tout marché. Alors je ne sais pas, mais je pense que ce mélange de transversalité me paraît fondamental pour arriver à avancer. Tout à fait. Alors je précise que les implants de trachée, les stènes de trachée à l'heure actuelle en silicone, ils sont changés à peu près tous les ans. Pour des questions d'envahissement progressif par les mucosités, etc. Ils se salissent, ils s'encrassent, etc. Donc c'est changé tous les ans pour ce qui concerne les stènes de silicone. Mais effectivement, il y a ce principe de réversibilité aussi, qui est important, et qu'on n'a pas avec les stènes métalliques. Donc, si on doit l'enlever, c'est peut-être... C'est parce qu'on s'intéresse aux malades cancéreux et donc on sait qu'on est temporaire, mais quand on veut faire de la reconstruction définitive pour traumatisme, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Après sur les greffés, chez les greffés pulmonaires, on sait qu'il faut leur faire passer une période de 4-5 ans difficile, 3-4 ans. Difficile, où le stent joue son office de maintenir la bronche ouverte, mais après ce sont des patients qui n'ont plus besoin de stent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions aussi? Le micro. Merci, Cabalan. J'ai une question par ce topo. Moi, je suis chirurgien viscéral. J'ai pensé, est-ce qu'il y a une rôle de l'impression par la chirurgie mammaire, surtout dans le cancer du sein, dans la chirurgie prophylactique, par exemple, et plus précisément la PAM, la construction de la PAM contre-latérale, la PAM plaque aréolo-mammaire. Alors, à ma connaissance, on travaille avec pas mal de chirurgiens réparateurs et plasticiens. Je n'ai pas, à ma connaissance, entendu des impressions 3D utilisées en chirurgie réparation mammaire. Pour la chirurgie mammaire, je n'ai pas entendu parler d'impression 3D. Jean-Paul, pas de réponse. On utilise la réalité augmentée pour justement simuler la tumeur qui est montrée sur le petit film. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est la réalité augmentée, c'est pas l'impression 3D. Bien. Merci beaucoup.